Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je reçois Clémence Blo, illustratrice, randonneuse expérimentée et co-auteure avec Camille Chrétien du livre Randonneuse, le guide, se libérer sur les sentiers. Dans cet épisode, nous allons parler du parcours de Camille, de la dimension aussi engagée et féministe de ce guide, et on partagera également des conseils pour la randonnée en tant que femme, en solo ou en groupe. Bienvenue. Est-ce que tu veux bien te présenter, Clémence? Eh ben, merci. Donc moi, je m'appelle Clémence Belot, je suis illustratrice et randonneuse, évidemment, et je suis la co-autrice du livre, Randonneuse le guide avec Camille Chrétien, comme tu viens de le dire. Donc moi, dans mon métier d'illustratrice tous les jours, mon objectif, c'est je communique par la bande dessinée. Mon objectif, c'est de vulgariser les choses, qu'elles soient comprises et qu'elles soient retenues, et c'est exactement ce que j'ai essayé de faire dans ce livre. C'est que les illustrations servent pas juste à accompagner, à être avec le texte, mais vraiment à le supporter et à faire que ça aide à la compréhension et que ça supporte le texte. Oui, effectivement, ça fonctionne bien parce que moi, j'ai lu donc ce livre. Je l'avais déjà conseillé dans la newsletter de la Sportive Outdoor et c'est vrai que le mélange vraiment texte et illustration, c'est top et ça aide complètement. C'est très agréable à lire, mais c'est vrai que c'est pas juste, un joli dessin, quoi. Ça Bah, merci, apporte vraiment c'est quelque chose. gentil, ouais. Et alors, quel sport est-ce que tu pratiques? Uniquement rando ou est-ce que tu fais aussi d'autres choses? Alors, ouais, évidemment, je fais de la randonnée, j'habite actuellement à Grenoble, donc bah, même si la randonnée, c'est pas forcément que en montagne, c'est vrai qu'on a un beau terrain de jeu, autour de chez nous, et sinon, bah, ouais, je fais d'autres sports aussi. Je fais pas mal de vélo, surtout en itinérance pour mes vacances, un peu de course à pied et beaucoup d'escalade aussi, donc c'est bien rempli. Que des sports outdoor, Ouais, voilà, exactement, je suis au bon endroit. carrément. Et qu'est-ce qui vous a poussé alors, Camille et toi, à écrire ce livre? Et ben, avec Camille, on est amis depuis, très longtemps. On s'est rencontrés pendant nos études et on s'est retrouvés à Grenoble, et en fait, c'est vraiment parti d'une expérience, je dirais personnelle qu'on a eue toutes les 2. En fait, on est partis en randonnée dans le massif du Taillefer, donc pas très loin de Grenoble, et en fait, on est partis avec nos compagnons respectifs et une amie d'enfance, ma meilleure ouais, amie d'enfance, donc on est partis tous les 5, et en fait, Camille, elle avait tout organisé. Donc elle avait choisi, la cabane, donc c'était, une nuit, en cabane non gardée. Elle avait choisi la cabane, elle avait regardé comment y aller, enfin, voilà, elle avait un peu, tout organisé. Ça s'est super bien passé, c'était pour un nouvel an, donc c'était trop chouette, et en fait, le lendemain, quand on est redescendu de cette cabane, Camille, elle était vraiment trop fière. C'était la première fois qu'elle organisait tout, alors qu'en fait, ça fait des années, qu'elle en était complètement capable, en fait, mais voilà, elle a un compagnon qui vient de Grenoble, donc qui est très habitué à la montagne, donc il avait tendance à prendre le lead sans méchanceté ou sans quoi que ce soit, mais voilà, comme lui, il savait faire depuis l'enfance, bah, voilà, elle avait jamais, pris le lead de le faire, on va dire, et en fait, elle était tellement fière, et donc voilà, ça nous a posé des questions de, bah: «Pourquoi tu l'as pas fait avant?» Parce qu'en fait, on était capables, et du coup, ça nous a tout de suite questionnés sur, bah, je sais pas, on a réfléchi à la descente et vraiment on était dans ce truc de, bah, en fait, trop bizarre, pourquoi tu as jamais pris le lead avant? Et du coup, on s'est dit peut-être qu'il y a des femmes, qui ont aussi des freins. En fait, on n'est peut-être pas toutes seules à ressentir ça, et c'est là où on s'est dit, à partir de ces constatations qui étaient très personnelles au départ: «Est-ce qu'en fait, il y a pas des femmes qui ressentent aussi des freins à pratiquer la randonnée?» Et c'est là où en fait on a mis des affiches, dans Grenoble, un peu au départ, un peu au hasard. On a mis des affiches, on a dit aux femmes, bah: «Venez, si vous avez des freins, venez nous en parler», et on a été très étonnés parce que l'atelier, on l'a rempli en quelques heures. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de femmes qui avaient envie de s'exprimer, qui avaient envie d'en parler, et c'est un peu venu de là, après à force d'en parler et de récolter ses freins, on va dire, quoi. Ah, c'est trop chouette comme démarche Mmh. aussi d'avoir mis des affiches et du coup été vraiment récolté, enfin le retour des gens sur le terrain, quoi, enfin le retour des femmes. Ouais, voilà, c'est ça, on n'avait pas envie de parler juste de nous. L'idée, c'était vraiment de comprendre aussi, comment se placer les freins, en fait, et comment les femmes, avaient, leur relation, en fait, à la randonnée, quelles étaient leurs peurs.
et du coup, on trouvait ça intéressant d'aller carrément, les interroger. On a eu tout type de profil, on a eu même des accompagnatrices moyenne montagne qui, elles, avaient eu des freins à passer le diplôme. Donc voilà, c'est des discussions qui sont hyper intéressantes. Ouais, carrément. Et comment est-ce que alors, après, comment est-ce que vous avez fait pour, vous avez réuni, en fait, un peu toutes ces expériences, les vôtres Mmh. et celles dont on vous avait parlé, pour vraiment, nourrir l'écriture de ce livre? Ouais, voilà, c'est ça. Bah, on le retrouve dans le livre, où on met un peu les freins, où je le montre à la caméra, mais en podcast, ça mais en gros, Il y aura sur la vidéo YouTube, on le verra. exactement, il faut regarder la vidéo YouTube, pardon. Mais en gros, on a voulu vraiment lister les freins que les femmes pouvaient avoir, donc en participatif. Donc il y a des freins qui sont ressortis, qui sont non genrés parce que, bah, les hommes aussi peuvent avoir certains freins à partir en rando. Heu, il y en a qui étaient très genrés au contraire, donc voilà, l'idée c'était un peu de faire, après c'est pas une étude sociologique qu'on a fait sur enfin voilà, c'est pas notre métier, mais l'idée c'était quand même de partir du terrain et d'essayer vraiment de comprendre ce que les femmes ressentaient finalement. Ouais, c'est déjà une super démarche. Et dans le livre, donc vous parlez vraiment d'un acte d'émancipation féministe et pourquoi est-ce que la randonnée, c'est un terrain de liberté pour les femmes? Ben, par plein d'aspects en fait, c'est un terrain de liberté. Déjà, c'est se réapproprier, son corps, son temps. Les femmes, elles sont soumises à plein d'injonctions, plein de contraintes, dans leur quotidien. Elles doivent souvent s'occuper de personnes, de choses. Elles ont un quotidien très rempli, donc la rando, c'est aussi une manière de dire: «Bah, j'occupe mon temps de cette manière» et c'est vraiment un acte, fort un peu dans notre société et puis en dehors de ce que ça apporte, physiquement, de se dépenser, et mentalement aussi de déconnecter et d'être dans la nature, je dirais que c'est aussi, comment dire? C'est aussi se prouver qu'on est capable, en quelque sorte. Parce qu'en fait, la rando, c'est quand même beaucoup d'apprentissage. Il y a beaucoup de choses à savoir. Il y a l'orientation, il y a choisir un itinéraire, il y a avoir son matériel, il y a savoir se enfin, il y a vraiment plein de choses. Il y a aussi une dimension physique, de réussir à aller jusqu'au bout et des choses comme ça. Et en fait, la randonnée permet, de prendre confiance, en soi et en fait, c'est des choses qui se répercutent, pardon, sur le quotidien. Parce qu'en fait, ça nous donne confiance en nous et donc ça nous fait un parallèle dans notre quotidien. Après, on se sent mieux, on est capable d'accomplir des choses et c'est vraiment, la valorisation de soi-même, elle est vraiment importante. Ouais, ouais, c'est clair. C'est vrai qu'une fois qu'on a confiance, en fait, ça s'applique à Mmh, plein de choses. c'est ça. Et est-ce que ça aide aussi, tu vois, à affirmer sa place comme, légitime aussi dans des milieux qui sont parfois un peu masculins? Enfin, des milieux ou même des espaces. Il y a toujours un peu ce côté où l'extérieur, le fait d'être dehors, c'est plus masculin que féminin. La femme, traditionnellement, elle est plutôt à Mmh. l'intérieur, dans son foyer. Bah, ouais, ouais, c'est exactement ça et plus il y aura de femmes qui représenteront, l'extérieur et plus ça en incitera d'autres et d'ailleurs, je reviens sur des chiffres, donc c'est Chloé, Chaudemanche qui nous les donne. Chloé Chaudemanche, elle fait actuellement sa thèse sur la pratique de la randonnée itinérante, non, l'impact du genre, pardon, sur la randonnée itinérante. Donc elle est en thèse à l'université de Lyon et elle nous a beaucoup aidés, sur le livre et d'ailleurs vous pouvez retrouver plein de ses chroniques, dedans et ce qu'elle explique, c'est qu'en fait, il y a autant de randonneuses, que de randonneurs. Quand on parle par exemple de la marche, au quotidien, enfin de marche, de quelques heures, on va même être sur, 55 de femmes donc des randonneuses, il y en a beaucoup. Et en fait, ce que les chiffres montrent, c'est que plus on va se spécialiser sur des pratiques, donc plus, par exemple, on va aller en montagne ou plus on va aller partir sur plusieurs jours, qui sont des pratiques «plus extrêmes» entre guillemets ou en tout cas plus Plus longue, plus technique, difficiles, plus peut-être? techniques, voilà. Et ben là, direct, on va passer sur un, 30 70 d'hommes. Et en fait, ben, c'est un peu ça le souci, c'est que dès qu'on va arriver sur, d'autres pratiques alors après il y a plein d'explications, hein, peut-être que enfin les femmes ont sûrement moins de temps dans leur quotidien, il y a plein d'appréhensions, enfin là on en revient à tous les freins.
Mais voilà, plus on aura aussi une représentation plus équilibrée et plus les femmes, prendront leur place, extérieure. Ouais, bien sûr. Ouais, il peut y avoir plein de raisons, mais c'est vrai que là, l'idée, c'est aussi de se dire, bah, il y a peut-être des femmes qui le font pas parce qu'elles ont pas envie ou enfin voilà, mais Ah oui, moi celles ça ouais, qui en ont envie, bah, là, lever ces exactement. problèmes-là et c'est vrai que les chiffres seront sans doute un peu plus équilibrés quand même à un moment. Exactement, l'idée de notre livre n'est pas du tout de rajouter des injonctions aux femmes en leur disant, «Allez, il faut absolument aller, en randonnée, sinon vous loupez quelque chose». L'idée, c'est vraiment de lever les freins pour les femmes qui n'osent pas, parce qu'il y en a beaucoup et de les accompagner, de leur montrer des exemples. Aussi d'expliquer, sociologiquement pourquoi on n'a pas, cette place dans l'extérieur. C'était un point important de notre livre et on s'est fait accompagner par des sociologues, de l'université STAPS de Grenoble, justement pour expliquer, pourquoi les femmes étaient moins en montagne historiquement. Parce qu'en fait, je trouve que, des fois, on a tendance à se dire: «Ah, j'ose pas parce que j'ai peur, parce que je me sens pas capable». Mais en fait, il y a une construction sociale derrière ça, c'est culturel et c'est en fait, ça nous enlève une culpabilité énorme de l'analyser, ce truc-là. C'est pas juste nous, qui nous sentons nuls et pour nous, c'était vraiment important d'aller aussi dans ces explications, de dire aussi que, il y a, 60 ans, on représentait, les femmes quand les femmes étaient sur des magazines, par exemple, de montagne, c'était, dans le cadre de, montrer que, la montagne était accessible pour tout le monde et en gros, même si les femmes, s regardez, si les femmes arrivent à y aller, c'est que c'est facile, donc venez. C'était pour promouvoir le tourisme Ouais, et cette en fait force, même une femme peut le faire. exactement. Et en fait ça, c'était il y a pas très longtemps. C'était, il y a eu très peu de générations, entre maintenant et avant, donc c'est aussi normal enfin nous on voudrait qu'il y ait pas ces freins évidemment, mais ils sont aussi normaux et en fait il faut pas non plus se flageller de les avoir. Ouais, ça, c'est super intéressant parce que c'est vrai que sinon ça rajoute encore un autre frein parce qu'en fait, la Exactement, personne en tant qu'individu, elle culpabilise et elle se dit: «Ah, je suis vraiment nulle» et et je pense que les femmes ont pas besoin qu'on leur rajoute des injonctions, dans leur vie. parce que ça, en général, on gère toute seule. Elles sont sages. Ça va, ouais. Et quels sont les principaux, alors évidemment, on va pas révéler tout le livre, mais de toute façon, on n'aurait pas le temps parce qu'il est vraiment bien, bien fourni. Mais quels sont, tu vois, les plus gros freins, ou et les idées reçues que vous avez voulu déconstruire? Et peut-être aussi, quels sont ceux, tu vois, qui vous ont le plus étonné? Parce qu'il y en a peut-être que vous aviez en tête et d'autres, en fait, c'est en Mmh. discutant que vous vous êtes rendu compte que, en fait, c'était aussi des freins? Ouais, bah, ça, c'était hyper intéressant. Donc du coup, on a fait un peu cet état des lieux, des freins. Donc avec des femmes sur le terrain, on en a rencontré d'autres et puis, aussi, dans ce qu'on pouvait voir, voilà, dans les blogs, des choses comme ça ou ce qui se dit même sur les réseaux sociaux. C'est intéressant aussi, d'étudier ça. Donc les principaux freins qui sont revenus, si on devait les classer, l'un des premiers, c'est la peur, d'être agressé, la peur des hommes surtout. Hem, Celle-ci, elle est vraiment très présente. Les femmes sont très conscientes en général, qu'elles ont moins de chances de se faire agresser, en montagne, en nature, en forêt, que dans la rue. Mais n'empêche que si cette peur, elle existe et c'est pas pour autant qu'il faut l'invisibiliser, Mmh. en tout cas. Donc Ouais, ça, je c'est dirais sûr. que c'est une des premières peurs. Après, on a beaucoup noté aussi de freins physiques, liés aux femmes. Donc, on connaît le principal, ça va être les règles. Mais en fait, il y a pas que les règles, il y a l'entièreté du cycle qui peut avoir un impact sur notre forme, sur notre mental. Il y a aussi, tout ce qui va être, périnée, qui est un sujet qui est assez peu connu et aussi, assez, invisibilisé encore une fois. On parle très peu d'incontinence et alors que c'est un sujet qui touche vraiment beaucoup de femmes, c'est un sujet un peu «honteux» entre guillemets. On a aussi la ménopause, qui est aussi un sujet qui mérite, beaucoup plus de lumière à mon sens. Donc voilà, il y a tous ces freins qui sont pas des peurs, mais qui sont des choses qui limitent, l'activité, on va dire. Et après un gros frein, moi qui m'a surpris d'être, aussi présent, on va dire, c'est vraiment l'orientation. Beaucoup de femmes disent qu'elles ont pas le sens d'orientation, qu'elles savent pas se débrouiller.
Ben, ça, c'est vraiment, une construction culturelle. Il y a pas d'études, scientifiques à l'heure actuelle qui montrent que alors il y a certains individus qui arrivent mieux à se repérer dans l'espace, mais en fait, il y a pas du tout de un homme y arrive et une femme y arrive. Ça se joue entre individus, donc c'est vraiment ça n'a rien à voir. Il y a une grosse, grosse part d'apprentissage. Il y a une étude, en 2006, moi, qui a été très, qui est très révélatrice, je trouve, qui a été faite en Angleterre, où en fait, qui dit que, en fait, qui a étudié, pardon, des 2 populations, une population de chauffeurs de bus, londoniens et une population de chauffeurs de taxi. Et en fait, ils ont fait des scanners, donc l'orientation, ça se passe au niveau de l'hypophyse, dans le cerveau, qui est une zone du cerveau. Et en fait, ils ont constaté que en moyenne, les chauffeurs, de taxi avaient un hypophyse bien plus développé que les chauffeurs de bus. Et en fait, les chauffeurs de bus l'avaient développé évidemment puisque parce que quand même, ils sont chauffeurs de bus. Mais en fait, le fait de suivre une ligne, de bus qu'ils faisaient, quotidiennement, donc ça leur arrivait de changer et tout, mais de suivre toujours le même parcours, ne n'imposait pas au cerveau un travail supplémentaire, alors que les chauffeurs de taxi, comme chaque course est différente, en fait, ils avaient une bien meilleure, conception de l'espace et tout ça. Donc vraiment, il y a un aspect, il y a un aspect apprentissage. C'est pas évident, on a tendance à dire que la randonnée, il suffit d'enfiler des baskets. C'est pas vrai, il y a des choses à apprendre, il faut pas sous-estimer, mais ça s'apprend et c'est accessible à tout le monde. Et c'est intéressant de se dire que c'est juste de l'apprentissage, quoi. Il y a peut-être un niveau de base, chez certaines personnes plus ou moins bon, Exactement, ouais. Et mais en puis, et puis après, il y a plein d'autres freins, en dehors de ces 3 freins, il y a plein d'autres freins qui sont non genrés. Typiquement, les la rencontre avec un patou, qui peut faire peur, ou plein de choses comme ça. Mais en fait, quand on creuse un peu, on s'aperçoit que même ces freins qui sont non genrés, on peut trouver un impact du genre, dans le sens où souvent les femmes, dès l'enfance, elles sont moins en extérieur, on les pousse moins à aller explorer et en fait, elles sont moins confrontées à ces situations. Et en fait, si on est moins confronté à une peur qu'on peut avoir, et ben, elle va être encore plus énorme et on va encore plus s'en faire des montagnes. Et en fait, ben, oui, le patou, on peut toujours en avoir peur, sauf que si on est confronté à plein de patous où ça se passe bien, ben, cette peur, petit à petit, elle est plus acceptable. Et donc même les peurs, je dirais non genrées peuvent quand même, avoir un prisme, de genre. Ouais, c'est là que c'est fou, c'est que ça a un impact, énorme, au final. Enfin, c'est la société dans laquelle on vit donc Ouais. Ben, c'est ce qu'on dit souvent, c'est que le livre, il est sur la randonnée, mais c'est quand même un prétexte à la discussion et à l'ouverture aussi sur, sur d'autres sujets, quoi. ouais, tout à fait, ouais. Bah, c'est bien, ça fait les 2 comme ça. Ouais. Et ben, on va essayer de passer à quelques petits conseils pratiques. Mmh. Là encore, on va pas tout révéler, le livre est très gros, je vous invite à aller vraiment Les je secrets. lis. Mais est-ce que tu vois, quelques, grands conseils, à donner aux femmes qui nous écoutent, pour qu'elles osent justement se lancer, soit en solo, soit en groupe, dans la rando? Ouais, ben, le conseil principal, il est quand même, assez «classique», entre guillemets, dans le sens où je dirais de commencer doucement. Il y a pas besoin de partir, tout de suite en montagne, c'est presque même dangereux. Partir autour de chez soi, démarrer, faire des petites boucles et habituer son corps, habituer son mental à faire petit à petit, c'est hyper important. Ça sert à rien de se lancer, dans des énormes trucs. Il y a pas de pression, il y a pas d'histoire d'ego, faut rester en sécurité. Faut oser, mais tout en restant en sécurité, c'est hyper important. Donc je dirais, voilà, commencer petit à petit, s'habituer et puis ne pas hésiter à consulter, nous dans le livre, ce qu'on a voulu, c'est vraiment repartir de la base, qu'il y ait pas de questions bêtes, qu'on n'ose pas poser des fois parce qu'on se dit: «Ah mais ça, je devrais le savoir» ou des choses comme ça, donc voilà, on a voulu vraiment repartir de la base, donc ça peut être une ressource. Il y en a plein aussi sur internet. Je sais que tu as interviewé il y a pas longtemps, les géonotrices par exemple qui font des vidéos qui sont très adaptées pour apprendre. Ouais. Aussi ne pas hésiter à pourquoi pas se faire accompagner d'une accompagnatrice ou d'un accompagnateur moyenne montagne. C'est leur métier,
je le redis, mais on a tendance à dire que partir, en randonnée, c'est juste, aller marcher et enfiler des baskets, mais il y a d'autres choses et il peut y avoir des voilà, c'est un apprentissage, donc c'est aussi normal de se faire accompagner. Il y a aucune honte à ça et au contraire, pour avoir, fait des randonnées avec des AMM, pendant, pour l'écriture du livre, j'ai appris beaucoup de choses alors que je randonne depuis 15 ans. J'ai appris beaucoup de choses sur les massifs, sur les plantes, sur les animaux et c'est aussi d'autres choses, que j'aurais pas appris sans eux, quoi. Ouais, c'est encore une autre expérience et c'est Exactement. hyper intéressant en général. Mmh. Et au niveau de la préparation, physique et un peu, tu vois, je sais pas, mentale, comment est-ce que, tu conseilles d'aborder les choses? Donc y aller progressivement aussi, j'imagine? Ou est-ce que tu as d'autres petits tips à conseiller? Ouais, bien sûr, y aller progressivement et se faire son expérience. Bah, physiquement, ouais, c'est principalement ça. Après, je dirais qu'un des gros freins, c'est quand même le poids du sac, surtout si on part, quelques jours. Le poids du sac, faut savoir que surtout les premiers jours, c'est quand même assez intense. Après, le corps, il s'habitue quand même, un peu comme quand on part en vélo, on sent moins la selle sur les jours 3 4 quoi. Donc c'est un peu pareil avec le sac à dos. Mais après, ne pas hésiter aussi à, pourquoi pas, faire des exercices de renforcement, qu'on peut trouver sur internet. Il y a des vidéos, après faut faire attention au choix de ce qu'on fait, mais c'est important aussi parce qu'il y a pas besoin forcément d'aller dans une salle et de payer un abonnement, mais juste même des fois avec des bouteilles d'eau, ça suffit pour se muscler un peu. Se muscler le dos, ça peut rassurer, pardon et ça peut permettre de vraiment, hem, partir plus sereinement. Après, je dirais pour le mental, je pense que les peurs, elles s'apprivoisent petit à petit. Faut pas oublier que la peur, c'est quand même quelque chose, qui est là pour nous aider à la base, pour ne pas nous mettre en danger. Donc faut l'écouter aussi, c'est pas forcément, que du négatif et vous verrez très vite que les peurs, petit à petit, elles partent, au bon moment, quand on prend confiance, quoi. Ouais, c'est sûr. Si on y va progressivement et qu'au fur et à mesure, on se dit: «Ah, en fait, ça va». Bah, ouais, c'est ça. Et au niveau de l'équipement, bah, tu parlais par exemple du sac. Est-ce qu'il y a des choses à savoir, tu vois, pour vraiment choisir un équipement qui est bien adapté aussi à la morphologie féminine? Ouais, bah, il y a plein de choses là, faut pas hésiter à demander dans les magasins pour bien choisir son sac. Donc, souvent, par exemple, les sacs, ils ont des dos, moins longs, pour les femmes pour qu'en gros la ceinture de hanche et les épaules aient le bon espacement. On donne des conseils dans le livre sur comment bien le régler, par exemple. Donc Ouais, super important. ouais, voilà, c'est hyper important et après il y a beaucoup de questions aussi sur notamment les vêtements. Nous, on est allés interviewer de 2 acteurs, du textile, qui sont de Decathlon, qui sont très, connus et puis Tortell qui est plus une petite entreprise mais qui en fait, c'est la seule marque de vêtements outdoor qui est vraiment spécialisée, pour les femmes. Donc c'était hyper intéressant de voir aussi, quels étaient leurs processus de développement. Moi, je sais que j'ai du mal, quand je vais dans un magasin à trouver, quelque chose qui me va, aux hanches, où je suis pas trop serrée, ou les poches, où j'ai des poches. C'est Le toujours classique: ouais, le «Les femmes classique. n'ont pas besoin de poche». Non, pas besoin. Eh bien, en fait, si. Et du coup, c'était aussi intéressant d'aller discuter avec eux, et de voir aussi qu'ils étaient dans une optique, l'un comme l'autre, qui sont quand même des extrêmes au niveau, placement, et au niveau, taille d'entreprise, qu'ils étaient hyper friands aussi des retours. Moi, c'est quelque chose qui m'a vachement marquée et en fait, qui nous encourageait justement à dire aux gens et à diffuser que c'était, intéressant pour eux d'avoir des retours autant sur, comment on se sentait dans les vêtements, quoi. Ah ouais, intéressant. Bah, c'est bien que les marques, j'ai l'impression que ça vient quand même plus qu'avant, que les marques s'emparent quand même un petit peu du sujet
et du coup que ça fait des progrès là où il y a quelques années, enfin, c'est vrai que c'était une galère de trouver, sur certains sports des choses adaptées, Ouais, c'est c'est un peu clair. trop grand. Bah, c'est en marche après, il y a encore des progrès à faire, je pense, mais Ouais, il y a une marge. c'est un avis plus personnel, mais Non, je suis d'accord avec toi. Le nombre de fois où en plus, c'est marrant parce qu'il y a plein de fois où on me dit: «Non mais c'est mixte». Ah non, c'est mmh, pas mixte, c'est homme et si tu es une femme, c'est sûr tu peux l'acheter, mais oui, c'est voilà, juste que exactement. souvent ça t'ira pas. Ouais. Ou alors, ça fera des gros trucs à des endroits où ça marche pas et Oui. tu vas être toute serrée aux hanches et bon, bref. Ouais, ouais, complètement. Avec une taille hyper enfin bon. On voit le problème. Et ouais, vous parlez aussi, bah, un des tu as dé tu l'as déjà un petit peu évoqué, mais vous parlez aussi dans le guide, bah, d'aspects vraiment, du coup, vraiment féminins, tu vois? Comme, bah, grossesse, gestion du cycle, ménopause, le fait qu'on ait aussi des enfants, parfois en jeune âge, c'est pas non plus évident Mmh. du coup, de randonner et cetera. Est-ce que tu as un exemple, tu vois, concret à donner sur, bah, un des conseils que vous donnez sur, une situation, adaptée à ce genre de cas? Ouais, bah, bien sûr. Alors, c'est plutôt, Camille, ma co-autrice, qui est l'experte de ce domaine parce que Camille, elle est naturopathe, donc conseillère et éducatrice de santé. Je vais tenter de répondre quand même à sa place parce que j'ai quand même, et d'ailleurs, j'ai beaucoup appris dans le livre et c'est aussi quelque chose que je dis, c'est que même si, des fois on a l'impression que ça peut être, quelque chose qui s'adresse uniquement aux débutants, débutantes, mais en fait, moi ça fait 15 ans que je randonne et j'ai appris plein de trucs en écrivant le livre donc il y a plein de choses, et notamment sur la partie de Camille qui est plutôt, santé. En fait, ce qu'elle a voulu faire dans la partie qui est vraiment plus associée au corps, c'est vraiment repartir de la base. Typiquement, on parle tout le temps, de bouleversement hormonal, les hormones, on entend le mot hormone partout, mais déjà une hormone, qu'est-ce que c'est? Enfin déjà, bah, voilà, enfin, l'hormone, c'est vraiment, une cellule qui va passer un message. Donc en fait, si elle passe bien le message, tout va bien. Si elle passe mal le message, ça commence à disjoncter déjà. Et en fait, rien que de savoir ça, donc voilà, elle a vraiment fait cet effort de vulgarisation qui est hyper intéressant et donc du coup, elle explique tout le cycle et c'est hyper intéressant de juste mieux se connaître, mieux s'analyser, en fait. Ça permet bah, déjà le cycle chez une femme, on peut le voir comme une contrainte parce qu'on a nos règles, mais on peut aussi le voir comme une chance dans le sens où c'est quand même un indicateur de notre, santé. Si notre cycle s'allonge, si notre cycle se raccourcit, en fait, ça donne des informations sur notre état de santé. Donc c'est quand même quelque chose qui revient tous les mois et qui nous permet de savoir si on a des déséquilibres. Donc c'est quand même très intéressant et donc voilà, Camille explique aussi, bah, tout ce qui peut, impacter pendant le cycle. Par exemple, on va souvent parler bah, des règles et de la période prémenstruelle qui peuvent être, difficiles. Mais typiquement, la partie, post-ovulation, pardon, je dis n'importe quoi. Post-ovulation, on peut avoir, beaucoup plus, faim. Ce qui peut impacter pendant la randonnée parce que, bah, du coup, on va pas avoir les mêmes besoins que d'habitude et en fait, on va avoir très faim, donc on va tendance à manger des barres de céréales, des choses, très sucrées et en fait, ces choses très sucrées peuvent nous créer de l'hypoglycémie, réactionnelle. Parce qu'en fait, on a mangé des sucres trop rapides et donc du coup, on va avoir un impact, direct où on va se sentir en hypoglycémie alors qu'on a beaucoup mangé. Donc ça peut être un exemple et donc du coup, elle conseille derrière, quel, sucre privilégier pour éviter, ce genre de choses. Ouais, effectivement, c'est intéressant, Voilà, et donc on puis va ça faire ça c'est enfin, c'est chouette aussi de connaître aussi ces grandes phases et aussi de savoir mmh. que, bah, essayer de comprendre comment on fonctionne nous, parce que c'est très individuel et aussi du coup de pas paniquer et culpabiliser à nouveau, genre si ça nous arrive, on se dit: «Ah bah, en fait, non, c'est juste ce moment-là du cycle» et Bah, ouais, ouais, exactement, c'est aussi ce qu'on nous a, ce qu'on nous a rapporté pour, notamment Heu, pardon, la ménopause, merci. Ce que beaucoup de femmes nous ont rapporté pour la ménopause, où en fait, par exemple, elles étaient sur une montée, donc c'est parfois des randonneuses qui sont expérimentées. Elles sont sur, 100 mètres de dénivelé, ce qui est déjà bien, mais ce qui est pas non plus, énorme pour le niveau, qu'elles avaient
et en fait, elles racontaient qu'elles avaient juste une envie, c'était de jeter leur bâton par terre. Parce que désespoir, parce que elles ne se sentaient vraiment pas bien et en fait, à l'époque où ça leur est arrivé, elles n'avaient aucune conscience que c'était la ménopause et donc en fait, elles se sentaient extrêmement nulles. Alors qu'en fait, si hormonalement, tu sais ce qui se passe, si tu sais que du coup, tu ne produis plus, telle hormone et tout, donc ça ne va pas t'enlever le sentiment complètement que, tu es nulle et que tu arriveras jamais à rien, mais par contre, ça te permet juste de te dédouaner en disant: «OK, c'est ça fait partie du process, je fais une pause, ça va aller». Ouais, ça aide quand même toujours, je trouve, de savoir d'où ça vient et juste de pas se dire: «Ah bah non, c'est juste moi, genre, je sais pas, je suis pas motivé ou quelque chose comme ça». En fait, c'est pas que ça, Ouais, en fait. c'est ça. Et il y a bah, d'ailleurs, il y a quelque chose, moi, que j'ai beaucoup aimé dans le livre, c'est tous les témoignages que vous avez mis. Il y a vraiment énormément de témoignages de femmes et c'est très varié. Est-ce que, toi, il y en a un, tu vois, qui t'a particulièrement marqué? Ouais, bah, en fait, beaucoup m'ont marquée, hein, tu t'en doutes, j'imagine. Tu t'en doutes et c'était d'ailleurs, j'en profite pour remercier toutes les femmes qui nous ont fait confiance parce qu'elles ne savaient pas trop où on allait, quand on est allé les interviewer et d'ailleurs, et c'est quelque chose qui est beaucoup revenu, c'est, chez beaucoup de femmes qu'on a interviewées, la première réaction, ça a été de me dire, «Ah non, mais moi j'ai rien à raconter, hein. Ah non, mais hem, moi je fais rien d'exceptionnel». Et c'était hyper révélateur parce que je trouve que quand on pose ces questions à un homme, très vite, il va nous raconter, la dernière rando qu'il a fait et combien il y avait de D+, quoi, Ouais, ça, d'activités positives, du coup. c'est vraiment très féminin, effectivement. Et j'ai trouvé ça d'autant plus important, de valoriser les discours qu'avaient ces femmes, et justement de les mettre en lumière parce qu'elles avaient chacune une pratique différente et c'est hyper intéressant. Bon, pardon, je réponds à ta question. Non, c'était bien de le signaler. Non, mais c'est un truc hyper important, je trouve. Bah, ouais, il y a plusieurs témoignages qui m'ont marquée, bah, par exemple, on est allé voir des professionnels et j'ai trouvé que le témoignage de la bergère, est hyper intéressant parce qu'il permet vraiment, je sais que le patou, c'est un vrai sujet, chez plein de personnes et y compris moi et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Alors elle donne pas la clé secrète de, «Vous ne serez plus jamais embêtés par des chiens, promis». Mais par contre, elle explique vraiment quelles sont les dynamiques, dans un troupeau, comment ça fonctionne, comment, voilà, différents types de chiens, comment elle-même elle s'est fait accepter dans le troupeau et elle donne des tips, qu'on voit pas forcément, toujours, partout, typiquement sur les parfums, les crèmes solaires, qui en fait induisent en erreur les chiens. Parce qu'en fait, les chiens, ils ont un apprentissage ils découvrent petit à petit, en fait, donc ils vont découvrir un vélo, ils vont découvrir et en fait, ils vont petit à petit associer à ça, c'est pas un danger, ça, c'est pas un danger et typiquement, un humain, il reconnaît l'odeur de l'humain depuis ça sert à rien de se cacher parce que ça fait des centaines de mètres qu'il vous a calculé, heu, mais par contre, avoir une odeur particulière, ça va le déranger et ça peut le faire un peu vriller, par exemple. Toutes les odeurs chimiques auxquelles il va pas être habitué, typiquement. Ah ouais, c'est intéressant, effectivement. Ouais, je savais pas du tout. Je l'ai pas lu encore, ce témoignage. Pas encore cette partie, je te laisse un peu de suspense Exactement. et aussi, nous dire que, ben, les animaux, en fait, si ça se trouve, ils ont vu 50 randonneurs avant nous. Ou randonneuse et qu'en fait, si ça se trouve, il a plu, depuis 3 jours, que la nuit, il y a eu une attaque de loup et en fait, il faut aussi prendre en compte que peut-être l'animal, il est KO, qu'il en peut plus et nous, on arrive, on est tout frais, des fois, on sort de notre voiture, on se dit: «Ah, ce chien, il est énervé», mais en fait, voilà, il a peut-être vécu aussi quelque chose. Donc c'est plein de choses comme ça qui rendent la chose plus humaine. Encore une fois, c'est pas une formule magique, mais ça permet quand même d'avoir un aperçu, de ce qui se passe, quoi. Ouais, effectivement, ouais, c'est toujours vraiment intéressant. Et est-ce que tu as observé, toi, une évolution dans la pratique, de la randonnée par les femmes, ces dernières années? Bah, moi, c'est un peu délicat pour moi de répondre à cette question dans le sens où j'ai quand même assez peu de recul pour être, très honnête. Par contre, ce qu'on a posé comme question à Natalia Bazoche qui est chercheuse à l'université Staps,
C'est, comment les femmes peuvent se sentir, plus légitimes à aller en randonnée, en montagne, en extérieur. Comment leur donner, plus de confiance et pour elles, il y a 2 leviers importants. Le premier, ça va être sur, l'éducation. Comment on éduque, les enfants, les filles comme les garçons, via, évidemment la famille, mais via aussi l'éducation physique et sportive. Elle, c'est quelque chose qu'elle étudie beaucoup. Bah, comment voilà, on parle beaucoup de l'occupation des cours de récré, par les garçons qui vont occuper, une majorité en jouant au foot et voilà, toutes ces dynamiques-là qui sont intéressantes donc dès le plus jeune âge et l'autre levier, c'est, les médias. Vraiment, la façon de représenter, donc on peut penser aux médias, classiques, la télé, la radio, le podcast comme tu fais, des réseaux sociaux mais aussi on peut penser aussi à tout ce qui est, enfin ça s'étend pour moi à tout ce qui est représentativité, en fait. Vraiment le rôle modèle, il est essentiel, quand si nous déjà, quand on avait été petites, on avait vu plus de femmes, bah, en fait, ça encourage aussi, si on se dit que c'est possible. On trouve ça accessible et donc dès le plus jeune âge, donc ça aide, vraiment et je pense par exemple aux influenceuses que je peux suivre, sur les réseaux sociaux qui donnent, voilà, qui nous inspirent. Mais aussi, je pense aussi aux femmes, du quotidien. Moi, par exemple, en dédicace ou en rencontre depuis la sortie du livre, j'ai rencontré des femmes qui viennent me voir et qui me disent: «Bah, moi, j'ai aucun frein». Et bah, je leur dis: «Mais trop bien, donc vous n'avez pas besoin du livre et c'est super. Mais par contre, par pitié, parlez-en autour de vous. Parlez, partagez votre expérience» parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'avoir des milliers d'abonnés, d'avoir, voilà, une chaîne YouTube, extrême ou des choses comme ça. En fait, juste l'influence qu'on peut avoir sur son cercle, il est déjà important et chaque expérience est importante et c'est aussi pour ça qu'on avait vraiment envie avec Camille de valoriser les vécus, en Ouais, c'est super intéressant et c'est ouais, c'est tellement juste, ce que tu dis sur l'influence qu'on peut avoir. Parfois, ça peut juste être une petite phrase que quelqu'un a dit où on se dit: «Ah oui, en fait, ah oui, c'est possible». Et ah ouais, ils de rien, ça mûrit et ça, plus ça, au bout d'un moment, peut-être que ça fait que la personne, elle ose se lancer, quoi. ouais, exactement. Et est-ce que, vous avez envie de créer, d'autres formats autour du guide, tu vois? Type, je sais pas, atelier, rencontre ou des choses comme ça? Ouais, bah, c'est quelque chose qu'on a déjà commencé, un peu à faire. On a fait notamment une conférence avec la Maison de la Montagne de Grenoble, pour aller un peu plus loin et puis pour permettre aux gens, d'interagir. Donc on avait, invité, bah, une des chercheuses qui intervient dans le livre, une accompagnatrice moyenne montagne et une randonneuse, solo qui a fait la Via Alpina sur 5 mois, donc vraiment, Bien randonneuse, expérimenté. très expérimentée, ouais et du coup, c'était très intéressant parce que ça permet d'aller plus loin. Aussi, on a envie de créer des ateliers plus thématiques. Typiquement, on organise en septembre, donc c'est toujours à Grenoble pour l'instant, mais on va sûrement, s'étendre, au fil du temps. On va créer un atelier plutôt thématique sur, la grossesse et le postpartum. Qu'est-ce qu'on peut faire en rando? Donc là, on s'accompagne, donc il y aura Camille, qui est naturopathe. Il y aura, Mathilde Chabre qui est kiné, spécialisée, dans la rééducation du périnée, pour savoir ce qui est possible, pas possible et puis, Muriel Jacquemet qui est sage-femme et un peu pour, bah, dégommer toutes les choses, où on se dit, «Ça c'est possible, pas possible, j'ai le droit, j'ai pas le droit, comment je me sens?» Donc voilà, des thématiques comme ça, donc voilà, on a envie de développer ce côté, plutôt intervention, conférence. On a aussi envie d'aller, pourquoi pas, sur le côté, éducation. Ça peut être très intéressant dans les collèges, dans les lycées, c'est quelque chose qu'on envisage. C'est un retour qu'on nous a fait, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de contenu sur le cycle et la façon dont le corps des femmes fonctionne et c'est un retour qu'on a eu, par exemple, de personnes, de femmes qui nous ont dit: «Ah, c'est un sujet où j'étais pas très à l'aise d'en parler avec ma fille» ou même des hommes, qui nous disent: «Ah, je savais pas trop comment en parler» et en fait,
ça offre un support, donc on se dit voilà dans le cercle de l'éducation, ça peut aussi être très intéressant, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Ah bah, c'est chouette, c'est ça va avoir plein d'occasions, de plein de personnes à la bonne parole. On a plein d'idées, après on sait pas, le temps qu'on aura, mais on a plein d'idées. C'est déjà un bon début. Et pour terminer, est-ce que tu as un message, à transmettre, tu vois? Un message de fin à transmettre, pour justement des femmes qui hésitent peut-être encore à se lancer sur, les sentiers? Bah, moi, je veux juste dire que, bah, osez, y aller, restez en sécurité évidemment, mais n'oubliez pas que vous êtes forte, en fait, que le corps, il s'adapte, bah, plus vous le ferez, plus vous sentirez capable. Encore une fois, c'est pas une injonction et pas une obligation, mais si vous en sentez, l'envie, c'est complètement quelque chose qui est accessible et vous êtes largement assez forte, pour le faire et c'est cool de l'entendre, des fois. Carrément. Trop bien. Et ben merci beaucoup Clémence et du coup, bah, je peux vous que vous encourager à aller acheter le livre parce que là, on essaie de faire un petit aperçu quand même dans le podcast, mais évidemment, c'est bien plus complet que ça. Donc, très bon livre, très bon achat, très bon cadeau aussi, je pense, à offrir à certaines personnes. Bah, merci beaucoup pour ton invitation et pour, la lumière que tu offres, au sujet surtout. Merci. À bientôt. À bientôt, salut.